Alors, dernière vidéo donc sur ce gros chapitre qui concerne les lois locales dans le cas où on est en statique. Donc en fait, il nous manquait une seule chose, c'est euh, comment fait-on lorsque les champs ne sont pas continus. Donc on a vu que les lois locales donnaient des équations différentielles qui, lorsque on les résout, eh bien, apportent des constantes à déterminer, et ces constantes, pour le moment, on les a déterminées en utilisant le fait que les champs étaient continus. Or, on a déjà vu dans des exercices des chapitres précédents que dans le cas où on utilise une modélisation surfacique et une modélisation linéique, eh bien, le champ n'est pas continu. Alors avec la modélisation linéique, le champ va carrément avoir des infinis. Donc lorsqu'on s'approche infiniment d'une source en modélisation linéique, eh bien, le champ va devenir infini. Donc ça, c'est à cause de la modélisation, donc il faut repasser en modélisation volumique. Par contre, pour la modélisation surfacique, eh bien, on n'a pas cet infini, on a simplement une discontinuité. Donc par exemple, on a vu plusieurs fois que lors d'un passage au niveau d'une surface chargée, eh bien, le champ électrique, il sautait, entre guillemets, avec une valeur sigma sur epsilon 0. Donc ça, on va le généraliser, c'est ce qu'on va appeler les relations de passage des champs électromagnétiques lorsque on utilise une modélisation surfacique. Alors on pourrait se dire, bah, il suffit de ne pas utiliser de modélisation surfacique, et puis comme ça, tout est continu. Sauf qu'en fait, la modélisation surfacique est très très pratique parce que les conducteurs vont être très bien modélisés avec celle-ci. Et les conducteurs, c'est très important, évidemment pour tout ce qui est électricité, mais surtout lorsque il y a des ondes qui se propagent, eh bien, souvent les conducteurs vont être chargés par ces ondes qui vont se réfléchir sur eux, et donc les charges et les courants qui vont apparaître vont être très bien modélisés par cette modélisation surfacique. Donc ces relations de passage, on ne va même pas les démontrer, elles seront dans le formulaire, donc il va simplement falloir savoir les utiliser. Alors, donc ça c'est à peu près ce que j'ai dit. Donc, schématisons la situation. Donc on a ici un milieu 1, donc forcément les champs macroscopiques sont continus dans ce milieu. Un milieu 2, même chose, les champs sont continus. Et donc on a une surface de séparation entre ces deux milieux. Et donc pour parler de discontinuité, on va prendre un point M1 du milieu 1, un point M2 du milieu 2, et ces deux points, on va les faire se rapprocher infiniment près de la surface de séparation. C'est-à-dire on va faire tendre M1 vers le point N, donc N étant un point de la surface, et même chose, M2 va se rapprocher de N, mais tout en restant dans le milieu 2. Et donc il va y avoir discontinuité si le champ M1 infiniment proche de N est différent du champ M au point M2 infiniment proche de N, mais de l'autre côté. Alors, donc, comme on l'a dit, on va simplement les donner. Et donc, on peut montrer que le champ en M2 est différent du champ en M1, et leur différence vaut sigma sur epsilon 0 dans la direction E, N1 vers 2. Alors cette direction c'est quoi? Le N ça veut dire normal, et donc E de N1 vers 2, j'ai oublié le E ici, c'est tout simplement le vecteur normal à la surface de séparation au niveau du point N considéré. Donc ici c'est ce qui est en bleu. Donc la différence des deux champs est égale à sigma sur epsilon 0 fois le vecteur unitaire normal. Et donc ce qui est important ici, c'est le sens. C'est le vecteur qui va de 1 vers 2. Donc lorsqu'on fait EM2 moins EM1, ce vecteur-là, c'est E de N1 vers 2. Si on avait fait E de M1 moins E de M2, ça aurait été E de N de 2 vers 1. Voilà, donc on retrouve bien le fait que s'il n'y a pas de modélisation surfacique, donc à ce moment-là, sigma est égal à 0. Alors pardon, tiens, j'ai encore fait une faute de frappe, c'est pas P, c'est N ici. Donc là, c'est la même chose. Donc s'il n'y a pas de modélisation surfacique, eh bien, la différence est nulle, donc le champ est continu. Pour le champ magnétique, c'est le même principe. Ici, donc, ça va être le courant surfacique, la densité surfacique de courant qui va pouvoir amener une discontinuité. Et donc la direction de la différence des deux champs à gauche et à droite, eh bien, elle est donnée par un produit vectoriel entre le courant surfacique et le vecteur normal au niveau de la surface. Donc, pour résumer, les champs sont discontinus dans le cas de modélisation surfacique.
en général. Pour les potentiels, alors ça aussi on pourrait le montrer, mais c'est un peu embêtant mathématiquement. En fait, vu que les potentiels sont donnés par en gros par des intégrales des champs, eh bien la discontinuité finie des champs n'entraîne pas une discontinuité des potentiels. Donc les potentiels sont continus même lorsqu'il y a des modélisations surfaciques. Alors faisons un exemple tout de suite pour appliquer ça. Donc on va déterminer le champ électrique créé par une sphère de rayon R chargée avec une densité sigma 0. Alors, il faut que je dise ma sphère, voilà. Donc je cherche le champ électrique partout, donc je prends un point M quelconque, je fais un repère adapté, donc ici évidemment repère sphérique avec ER. Bon, je gagne du temps, on a déjà fait plein de fois ça, donc en étudiant les invariances et symétries, on sait que le champ il est radial et qu'il ne dépend que de la distance au centre. Voilà, donc le champ il est comme ça a priori. Donc ensuite on applique la relation de Gauss, l'équation de Gauss locale, c'est-à-dire divergence de E au point M est égal à ρ au point M sur epsilon 0. Alors ici, il faut bien voir que les seules charges, elles sont sur la surface de la sphère. Il n'y a ni charge à l'intérieur, ni des charges à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que quel que soit le point M en dehors de la surface, eh bien ρ est égal à 0. Et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a la même équation. Donc du coup, on va pouvoir la résoudre une seule fois, et puis le résultat, on l'aura à l'intérieur, et le même résultat, enfin la même forme de résultat à l'extérieur. Donc ici, en utilisant les symétries et invariances, la divergence, c'est simplement, si mes souvenirs sont bons, 1 sur R2 fois R2ER, enfin fois la dérivée de R2ER par rapport à R, et donc ici, c'est égal à 0. Donc on en déduit que la dérivée, alors ici d'ailleurs c'est une dérivée totale, de R2ER par rapport à R est égal à 0. On primitive une fois, ça fait R carré ER est égal à une constante. Alors ça va être vrai, donc, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais par contre, la constante, ça n'est pas la même. A priori, il n'y a aucune raison que ce soit la même. Les équations ont la même forme, mais le résultat n'a aucune raison d'être exactement le même. Donc, pour trouver ces constantes, eh bien, comme d'habitude, avec les symétries, on pourrait montrer également que le champ au centre est nul. Il y a une infinité de plans de symétrie, donc il n'y a pas de champ électrique au centre. Du coup, cette constante K intérieure, on peut la déterminer. Donc en R égale à 0, on a donc 0 fois 0 est égal à K intérieur. Donc K intérieur est égal à 0. Du coup, quel que soit M à l'intérieur, on va avoir ER égale K intérieur sur R carré, mais K intérieur est égal à 0, donc ER est égal à 0. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 remarquable, c'est que le champ à l'intérieur est forcément nul. Quelle que soit la quantité de charge qu'il y a, à partir du moment où la charge est uniquement sur la surface, eh bien le champ intérieur est nul. Maintenant, pour ce qui est du champ à l'extérieur, on a donc ER extérieur qui est égal à K extérieur sur R carré. Donc évidemment, on ne peut pas appliquer la condition à R égale à 0, puisque R égale à 0, c'est à l'intérieur. Il va falloir utiliser la relation de passage. Donc la relation de passage, elle nous dit que, donc on a, si on utilise la même notation que dans la théorie du cours, donc on a M2 ici, dans le milieu 2 qui est l'extérieur, M1 à l'intérieur. Donc la relation de passage, elle nous dit que le champ en M2, lorsqu'il tend vers N étant le point sur la surface, moins le champ en M1, même chose qui tend vers N, est égal à sigma en N sur epsilon 0 fois le vecteur normal unitaire qui va de 1 vers 2. Donc, M1 lorsqu'il tend vers N, ça reste un point à l'intérieur. On a vu que le champ à l'intérieur était forcément nul. Donc ça vaut 0. Donc on obtient le champ M2 lorsqu'il tend vers N. Lorsque M2 tend vers N, ça veut dire que petit r tend vers grand R. Donc ça veut dire que ce terme-là, ça va être égal à K extérieur sur grand R au carré
dans la direction ER est égal à sigma au point N, mais sigma vaut partout sigma 0, sur epsilon 0 fois le vecteur normal, c'est ER. C'est bien lui qui va du milieu 1 vers le milieu 2. Et donc on en déduit de cette sorte K extérieur est égal à sigma 0 R carré sur epsilon 0. Donc une fois qu'on a la constante, on peut généraliser, quel que soit le point M, eh bien le champ à l'extérieur est égal à la constante, donc c'est sigma 0 sur epsilon 0 fois R2, divisé par R2. D'où le champ extérieur est égal à sigma 0 sur epsilon 0, R2 sur petit r2, ER. Alors ce résultat, on peut l'écrire en fonction de grand Q, Q étant la charge totale de la sphère. Ici, la charge, elle est uniquement surfacique, donc la charge totale, c'est la double intégrale sur la surface de tous les petits dq au niveau des points n. Donc c'est égal à la somme sur la surface de sigma 0 ds, donc c'est égal à sigma 0 fois s, puisque sigma 0 est une constante, c'est-à-dire c'est sigma 0 fois 4pi grand R2. Donc on voit que, c'est ce qui est écrit ici, il suffit de diviser par 4pi et de multiplier par 4pi, et donc on obtient la charge grand Q, et donc le champ extérieur c'est 1 sur 4pi epsilon 0, Q sur R carré ER. Donc en fait on retrouve le même résultat qu'avec une boule chargée. En fait à l'extérieur le champ est le même que une charge Q placée au centre. Donc c'est le loi de Coulomb. Et voilà, donc ici une diapo qui résume tout ce qu'on a vu. Donc en gros c'est le formulaire de tout ce qu'on a vu dans ce chapitre 1.